Je suis le chef de bataillon Samuel de l'école de Guerre-Terre et cette année, j'ai réalisé un doctorat professionnel sur les biais cognitifs dans la méthode de décision opérationnelle tactique. C'est celle qu'utilisent les planificateurs de l'armée de terre. On l'appelle aussi MEDOT. Un biais cognitif, c'est un raccourci mental que nous empruntons pour répondre rapidement et efficacement à une question. Donc, par exemple, nous allons substituer à une question complexe une question plus simple. Si l'on vous demande si vous pensez que la majorité des Français sont en faveur des limitations de vitesse, vous allez plutôt avoir tendance à vous demander si les limitations de vitesse sont populaires, parce que c'est une question plus simple, il est plus facile d'y répondre. Mais cette question plus simple, cette substitution, engendre une distorsion et engendre, d'une certaine manière, une approximation dans le résultat. Daniel Kahneman, un expert du domaine des biais cognitifs, les définissait comme une tendance systématique à prendre en compte dans une prise de décision les informations non pertinentes et à écarter les informations pertinentes. Les biais cognitifs, nous les empruntons régulièrement, ce sont des raccourcis mentaux et ils sont très souvent inconscients. C'est là toute la difficulté de mon étude et de mon enquête, et il a fallu pour cela que je regarde quels biais cognitifs peuvent être associés à la prise de décision. J'ai eu la chance de constater que la prise de décision stratégique en entreprise a été abondamment étudiée par la psychologie sociale dans les années 80 à 90. Et ces enquêtes et ces études ont prouvé que les biais cognitifs dans la prise de décision sont de deux ordres. D'une part, les biais liés au processus de décision en lui-même, c'est-à-dire la manière dont on reçoit la question et dont on envisage la réponse, va induire certains effets cognitifs. Et d'autre part, le système au sein duquel on va réfléchir va induire certains biais. Par exemple, à l'armée, nous sommes dans un système hiérarchique, cela induit certains biais de complaisance hiérarchique, parfois. Nous sommes dans un système de cohésion, où l'on réfléchit de manière groupée et on ne veut pas détruire cette cohésion, et cela peut induire des effets de consensus et d'inhibition. Et puis nous sommes dans un système surtout de gestion du risque et de gestion de crise. Et il y a vraisemblablement des effets cognitifs liés à la gestion du risque qui vont intervenir dans la prise de décision. Pour répondre à des problématiques complexes, celles des biais cognitifs que je viens de détailler, l'enjeu de mon enquête a été de ramener à des questions beaucoup plus simples et terre à terre. Je viens d'évoquer la gestion du risque, et par exemple sur le risque, les études démontrent qu'il y a des effets de gestion du risque en fonction de niveau de seuil de risque. C'est-à-dire qu'on va prendre une décision plutôt en fonction du niveau du seuil de risque que l'on accepte qu'en fonction de l'efficacité du mode d'action que l'on va adopter. Par exemple, pour le risque, la question terre à terre a été de demander aux planificateurs s'ils considèrent que dans la décision opérationnelle, l'enjeu est d'abord de répondre à un niveau de seuil de risque ou d'avoir une manœuvre efficace. S'ils considèrent que c'est de répondre à un niveau de seuil de risque, ils reconnaissent d'une certaine manière que leur décision est biaisée. Eh bien oui, en quelque sorte. La première typologie qui ressort, c'est de savoir si les gens reconnaissent les biais ou s'ils considèrent que la représentation qu'ils ont de la réalité est strictement conforme. S'ils reconnaissent les biais, ils sont catégorisés comme sceptiques. S'ils considèrent que la représentation qu'ils ont de la réalité est conforme, ils sont considérés comme naïfs au sens psychologique du terme. C'est une première manière de catégoriser les planificateurs, sceptiques ou naïfs. Et puis il y a une deuxième typologie qui vient se rajouter à celle-ci, c'est de savoir si ces planificateurs appellent à réformer le système, auquel cas ils sont catégorisés comme réformateurs, ou plutôt à le maintenir en l'état, auquel cas ils sont catégorisés plutôt comme des conservateurs, consolidateurs. Et en croisant ces quatre typologies, réformateurs, conservateurs, sceptiques, naïfs, on arrive encore à une autre typologie et qui nous a permis, dans notre étude, de déterminer qu'il y a finalement deux catégories majeures chez les planificateurs de l'armée de terre. Il y a ceux qui pensent que les informations qu'ils reçoivent et les décisions qu'ils prennent sont légèrement biaisées, ils sont plutôt sceptiques, mais ils sont conservateurs. En clair, c'est faux, mais ça marche, ce sont des pragmatiques. Et puis, il y a ceux qui considèrent que la représentation est conforme et que la décision est bonne, les réalistes naïfs. Et ce qui ressort de l'enquête, c'est que ces deux catégories écrasent toutes les autres. La population des officiers planificateurs est à 70% pragmatique et à 30% réaliste naïf, ce qui est un constat plutôt rassurant. Oui, elle démontre que la méthode, par sa construction, est robuste au regard des biais cognitifs, parce qu'elle vise d'abord à décomposer, objectiver
toutes les informations que l'on reçoit. Et ça, c'est une très bonne manière de se prémunir des biais cognitifs. Je l'ai dit aussi, les officiers sont majoritairement consolidateurs, conservateurs. Cela signifie qu'ils appellent à maintenir le système en l'état. Et donc on a bien un système robuste que les officiers appellent à aménager à la marge, mais à maintenir grosso modo en l'état. Finalement, le ressenti des planificateurs est conforme à l'objectivation que l'on en a. Donc la méthode est plutôt cohérente et les gens appellent à la maintenir en l'état. Cela n'interdit pas pour autant de chercher à se prémunir des biais cognitifs qui ne manqueront pas d'intervenir dans les réflexions individuelles et dans les réflexions groupales, même si la structure globale est bonne. Je dirais que le point clé, c'est d'en avoir conscience. Ça, c'est la première étape. Savoir qu'ils existent et qu'ils peuvent conduire à des erreurs catastrophiques. Et puis le corollaire, c'est finalement de chercher en permanence à les révéler, à effectuer une relecture de ces décisions au prisme des biais cognitifs qui peuvent intervenir pour vérifier que l'on n'a pas fait de manière un peu inconsciente une grosse sortie de piste. Les méthodes pour limiter les biais sont de 3 ordres: systémique, structurelle et humaine. Les méthodes d'ordre systémique consistent à mettre en place des aménagements dans le dispositif de réflexion pour insérer des garde-fous. Que ce soit un contradicteur au sein de l'équipe, un avocat du diable qui soulève les problèmes que l'on n'a pas voulu voir ou les petites contradictions, que ce soit par la mise en place de criblage, c'est-à-dire, je l'ai évoqué, la relecture de nos propres décisions à l'aune des biais cognitifs pour vérifier qu'il n'y a pas eu, là encore, de choses non vues ou occultées, et puis la mise en place d'un droit de veto qui soit élargi non pas seulement à la simple personne du chef, mais qui touche généralement 1 ou 2 de ses adjoints. Ça, ce sont les premières pistes d'ordre systémique pour limiter les biais cognitifs. La deuxième méthode, elle est d'ordre structurel et elle consiste à, d'une part, mettre en place une sécurité psychologique, c'est-à-dire poser un cadre de sorte à ce que les personnes qui interviennent se sentent autorisées à prendre la parole sans être dévalorisées. C'est ce qu'on appelle la sécurité psychologique. Et puis la deuxième piste structurelle, elle est plutôt d'ordre collectif dans la manière dont je vais penser l'échange d'informations, ce que l'on constate et qui est déjà en place dans d'autres armées et dans les milieux zéro risque, comme l'aéronautique ou le nucléaire, c'est que le schéma de décision horizontale ne fonctionne pas, le schéma de décision strictement verticale dysfonctionne parfois, et dès lors, les structures qui sont plus intéressantes sont souvent d'ordre triangulaire, c'est-à-dire avec 3 chefs qui chacun ont un droit de veto et peuvent chacun apporter la contradiction. Et puis enfin, la troisième piste, elle est d'ordre humain, c'est ce qu'on appelle la formation aux facteurs humains, et qui est déjà en place par exemple à la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Elle consiste à former les chefs et les décideurs qui décideront dans l'urgence et face au risque, pour leur faire prendre conscience que les biais cognitifs existent, qu'ils n'en seront jamais exempts et qu'ils se penseront toujours moins biaisés qu'ils ne le sont en réalité. C'est ce qu'on appelle l'angle mort.